Salut à tous. La suite donc que je vous avais promise par rapport à l'Ouest, par rapport à l'adaptation du jeu à la réalité, et puis par là même un petit point sur l'état de l'Ouest en NBA. Il y a 1 milliard de choses à dire. C'est parti. Alors déjà, il y a des petits détails. Je commence par deux mini astuces que certains connaissent évidemment, d'autres pas. C'est pour ça que je les partage. Concernant déjà la mise à jour de tout ce qui est ben, finalement astuce pour resigner des mecs que sinon vous n'arrivez pas à resigner dans certains cas où le cap space est pété, je pense. Là par exemple, je suis sur un exemple de l'Est, mais en fait ça concerne n'importe qui, hein, n'importe où, par rapport à Derrick Rose. Donc si vous avez éclaté votre salary cap du côté des Pistons, bah en fait avec les petits réglages que je suis en train de montrer au centre de l'écran, après, il est plus aisé de faire signer Derrick Rose avec une exception vétéran quelconque qui reste encore dispo. Voilà. Donc pas de problème. Le mec réduit ses prétentions parce qu'en fait on a adapté les réglages. Alors les réglages, hein, c'est les réglages de rotation, de popularité et aussi de minimum et de maximum pour les salaires. Voilà, vous avez vu dans l'écran concerné, c'est dans les réglages contrat. Après, il y a aussi un truc qu'il faut faire, évidemment, c'est mettre à jour tout ce qui est blessure. On sait que par exemple, Kevin Durant, il n'est pas certain qu'il rejoue la saison prochaine, et d'autres prétendent qu'à partir du mois, on va dire après le All-Star Game, il pourrait jouer. C'est presque la même situation pour John Wall avec un petit peu moins d'optimisme, parce que pour John Wall, on a parlé de la saison entière, éventuellement. Donc voilà, hein, Klay Thompson également, qui est indisponible. Klay Thompson pourrait revenir peut-être même un poil avant le All-Star Game. J'ai même lu des news selon lesquelles le mec serait capable de rejouer encore en 2019. Voilà, il faut voir. De toute façon, là, on va avoir des ajustements et on saura plus de choses. Après, il y a ceux qui nous quittent. Hein. D-Wade, dans cette partie-là, n'avait pas pris sa retraite. Je lui mets donc une disponibilité pour problème personnel au max, 480 jours. On a un Nikola Mirotic qui a signé en Europe, donc il est du côté de Barcelone. Donc c'est vrai que j'aurais pu aussi aller modifier son contrat et mettre réserve européenne, là on peut le faire. Ça aurait été possible. Moi, je lui ai mis aussi problème personnel, 480. Vous avez un Collison témoin de Jéhovah. Il a pris sa retraite. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Le mec était jeune, hein. Donc retraite. Tony P, pareil. La retraite. Voilà. Hein. Donc des petits trucs comme ça, pratiques à faire pour éviter que les gars, même quand ils se sont dopés ou quand ils ont été chopés par la patrouille, pour un petit problème de drogue comme Tariq Evans. Voilà, ben on adapte le jeu. Allez, on passe enfin à ce petit tour de la situation à l'ouest. Donc, du côté des Clippers, on a, écoutez, une base au poste 1 et 2 qui est assez proche de celle qu'on pouvait connaître en fin de saison dernière. Hein, Beverly, Shamet, Lou Will, Magruder a été re-signé 3 années. Le jeune Robinson, 3 années, mais là il est plutôt sur son contrat rookie, hein, puisqu'il y a deux options équipes sur les 2 années qui suivront. Voilà. On a évidemment Kawhi, PG qui seront en player option à l'été 2021. Été 2021 en NBA, c'est la prochaine date qu'on peut cocher, qui sera super super intéressante, puisque en fait il y aura énormément de free agents de nouveau à ce moment-là, et il y aura eu sûrement une augmentation aussi du salary cap. Donc ça peut faire très très mal les contrats à l'été 2021. Puis vous en avez certains qui atteindront leurs 10 ans d'ancienneté dans la ligue, ce qui fait qu'avec le CBA, ils pourront prétendre à un max encore plus élevé. Ok, et puis l'ossature, on la connaît avec Zubac, Jamichael Green qui a accepté de re-signer avec une player option quand même en 2e année, Montrezl Harrell qui arrive en fin de contrat comme Markless, et le jeune
Kabengele, transfuge des Brooklyn Nets, où il n'a passé 0 jours évidemment, mais en tout cas qui avait été drafté au premier tour. On sait que les Brooklyn Nets, ils avaient éliminé leur choix de premier tour 17 et 27 pour une raison très très simple, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir de contrat garanti sur les bras parce qu'ils avaient besoin d'énormément de flexibilité pour Kevin Durant, pour Kyrie Irving et pour DeAndre Jordan notamment. Ensuite, on enchaîne avec les Memphis Grizzlies. Alors c'est très intéressant les Grizzlies parce que en fait, il y a tout un tas de contrats expirants. Alors vous avez vu, j'ai mis des flèches en bleu foncé ou en bleu clair suivant la nature du contrat expirant. On peut penser par exemple que tous ceux qui sont en clair, ils ont rien à faire là et ils vont partir ou être coupés ou alors ils joueront presque pas. Iguodala, c'est un cas à part, hein, bien sûr, c'est pas le même cas que Solomon Hill, mais Iguodala, on peut penser à un mouvement très proche parce qu'en fait, Iguodala, il a aucun intérêt à passer une année au Grizz. Et puis en même temps, il y a un contrat qu'il faut assumer. Il est assez lourd d'ailleurs. Bon, à voir un peu ce que donne le truc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une jolie base à développer, les Grizzlies. Hein. Ils ont un Valanciunas qui n'est pas vieux, hein, qui a 3 années de contrat. Ils ont un Tyus Jones qu'ils sont allés chercher. Donc ça pour une jolie somme. Hein, donc ça veut dire que là encore, il y avait une vraie volonté de leur part. Et puis, comment ne pas mentionner Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Josh Jackson, le petit cadeau des Phoenix Suns là. Josh Jackson, on espère juste qu'il arrêtera de donner de la drogue à sa fille. Mais à part ça, sinon, bonjour le projet quoi. Il peut être super mauvais pour les adversaires. En jaune là, Grayson Allen puisqu'il fait partie du trade de Mike Conley. Donc bon, à voir ce que ça peut donner au poste 2 hein, a priori. Et Kyle Anderson dont les Grizz peuvent avoir un petit peu un jour ou l'autre envie de se débarrasser, surtout s'il fait des saisons comme comme la précédente, c'est quand même pas phénoménal. Ensuite, le Jazz de Utah. Alors ça, c'est quand même une équipe qui est particulièrement excitante. Rudy Gobert, notre Français 2 fois défenseur de l'année, eh bien, a quand même une jolie équipe autour de lui avec un Mike Conley, avec Donovan Mitchell, ok, et aussi, s'il se comporte très bien, un banc incroyable, pour pas cher. Un banc avec Ed Davis, Jeff Green au minimum vétéran, Royce O'Neal en fin de contrat rookie, Manu Moudier au minimum, c'est énorme, c'est énorme. Puis évidemment un Dante Exum. On peut penser que peut-être ils feront jouer Joe Ingles poste 4. En tout cas, ça paraît très cohérent vu l'effectif. Puis il y a ce recrutement aussi quand même assez brillant du shooter Bojan, pardon, justement, c'est pas Bogdan, c'est Bojan Bogdanovic, celui qui vient des Pacers. En tout cas, il était aux Pacers et il a signé en 3 années plus une en option. Très intéressant, Bogdanovic. C'est une équipe qui peut faire mal, mais à mon sens, donc elle est facile surtout qu'à adapter et tout, c'est vraiment cousu de fil blanc. À mon sens, le principal danger pour cette équipe-là, ça peut être la blessure d'un ou plus joueurs cadres et aussi le danger que le banc ne se montre pas forcément à la hauteur. Voilà, c'est juste ça. On regardera de près, mais sinon, c'est ultra prometteur, surtout dans une conférence Ouest qui s'est un petit peu rééquilibrée au final. Il n'y a plus une équipe qui écrase les autres, il y a plein d'équipes qui peuvent prétendre à la finale NBA. En fait, c'est quand même incroyable cette année en NBA, l'année qu'on va suivre, l'année qu'on va avoir à suivre. Après, les Kings de Sacramento, génial. On continuera à regarder Fox et Hield. C'est avec dans la partie qui va suivre. Hein, je vais prendre les Kings, hein, notamment. Ça peut être vraiment sympa. Jamais joué avec cette équipe, franchement, ça peut être super cool. Harrison Barnes avait décliné sa fameuse player option à 25 millions pour re-signer dans la foulée 4 années. Belle preuve de confiance de la part de Sacramento. Donc Fox et Hield, on va continuer à voir de quelle façon est-ce qu'ils peuvent encore se développer.
Un Bogdan Bogdanovic a priori sortant du banc va être aussi super intéressant. Moi j'adore ce shooter, il est vraiment sympa. Et puis du côté du secteur intérieur, il faudra regarder avec attention le jeune Harry Giles. On peut avoir des surprises aussi, hein. On peut avoir un Caleb Swanigan qui enfin montre quelque chose, un Richard Holmes qui sera a priori backup de Deadman, qui peut aussi montrer de jolies choses, hein. Il n'a pas fini de pouvoir éventuellement porter de l'espoir. Vous avez un banc avec Ariza Bjelica, ça shoot, hein. Yogi Ferrell, c'est pas mal, hein. Corey Joseph. Je me suis même laissé dire que le rookie Justin James pouvait être très intéressant en vérité. Et puis Marvin Bagley, numéro 2 de la draft précédente. Donc du côté des Kings, moi je suis super hypé par cette équipe, je vous l'avoue. Vraiment intéressant. Il va falloir regarder les Kings, hein. Ça doit pouvoir aller en playoff, a priori. Mais encore une fois, le niveau sera tellement relevé et aussi les valeurs seront tellement réparties que tout peut arriver. Ensuite, les Lakers, quand on parle de tout qui peut arriver, évidemment, on part du côté des Lakers, où un DeMarcus Cousins a signé pour 3,5 millions la saison. Par exemple, un Danny Green a pris par contre un contrat phénoménal à 15 millions chaque année sur 2 années. KCP dans la continuité, Avery Bradley, très logique, très belle acquisition. Et puis la continuité du côté des Caruso, McGee, Rondo. Il faudra regarder de près le jeune Talen Horton Tucker à qui ils ont offert. Là, il apparaît 2 années, mais en fait, c'est un contrat de 4 années avec seulement les 2 premières qui sont garanties. Petit contrat de rookie second tour assez basique, où le mec ne gagnera pas grand-chose, mais où il peut y avoir rapidement, au bout de 2 ou 3 années, une réévaluation et une jolie négociation. Pour regarder ce type-là avec beaucoup d'intérêt, vraiment à suivre. Lakers à suivre, même si, pour moi, il peut y avoir aussi un scénario cauchemardesque où vous perdez Anthony Davis à l'été qui vient. Ça n'est pas infaisable si les choses se passent mal. Il ne faut pas non plus oublier qu'Anthony Davis sera free agent. En tout cas, il aura sa player option, donc il sera free agent à l'été 2020. Bon, à suivre, là encore. Du côté des Dallas Mavericks, je me permettrai de dire que le projet me semble un projet de progression lente. Il y a une raison à cela. En fait, les Dallas Mavericks, ils récupèrent leur tour de draft, leur premier tour 2020, en raison du fait que la protection n'a pas été utilisée en 2019 par rapport aux Hawks qui possédaient ce tour-là. Il a été converti en numéro 10, me semble-t-il, choix 10. Donc les Dallas Mavericks, ils ont fait un truc qui pourrait paraître peu ambitieux. C'est vraiment de miser autour de Doncic, Porzingis, ok, sur des contrats de 3-4 ans pour Kleber, Dylan Wright, Dwight Powell, Seth Curry et aussi Dorian Finney-Smith, tout en sachant que Jalen Brunson il est encore dans son contrat rookie, que Justin Jackson il est aussi dans sa fin de contrat rookie. Ils ont été rejoints par Bojan Marjanovic, la mascotte, ce gentil géant. Bon, à suivre là encore, parce que ça peut être super rigolo. Mais vous voyez, par exemple, je suis moins optimiste pour Dallas que pour les Kings. Voilà, très clairement. Parce que malgré Doncic et Porzingis, je trouve qu'autour, le talent ne crève pas les yeux. À voir, à voir. J'aime beaucoup Dallas, hein, donc c'est vraiment pas un commentaire de hater. Bien au contraire, c'est juste plutôt un commentaire de quelqu'un qui est limite inquiet de pas tout de suite voir Dallas revenir au meilleur niveau. Ok, on regardera ça. Ensuite, on a les Denver Nuggets. Alors eux, question continuité, ça aura été les maîtres de l'intersaison,
puisque s'il n'y avait même pas eu l'explosion du Thunder, il n'aurait pas récupéré Jeremy Grant pour une bouchée de pain, un tour de draft, mais bon, dans leur cas, un tour de draft, ça vaut pas grand-chose, ça fait un choix 20, 25, 30, quoi, de l'an prochain. Donc ils récupèrent Jeremy Grant sur un cadeau total. Ils ont Bol Bol, qui reste une énigme absolue, mais ils ont une équipe qui est déjà compétitive. Ils ont des Mason Plumlee comme backup de Niko Jokic. Ils ont Millsap pour lequel ils ont activé l'option à 30 millions. Hein. C'est un fait à noter. Hein. Pour garder leur ossature en fait. Voilà, ils ont cru en leur ossature d'équipe. Torrent Craig, le 3&D, Malik Beasley, le slasher assez prometteur, qui arrivera, il faudra le payer hein, par contre à l'été 2020. Monte Morris, là encore il y a du temps sur le contrat rookie. Bon, Harris a déjà été payé. Jamal Murray, on lui a envoyé la blinde, le super max. Et puis il y a aussi Michael Porter Jr. qu'il faudra regarder de près, puisque il va enfin rejouer au basket. Et mon Dieu, le gamin est prometteur, puisque dans les mock drafts, avant qu'il se blesse et passe toute l'année qui avait précédé sa draft à ne pas jouer quasiment, eh bien Michael Porter Jr. était tout en haut. Hein. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été repéré très très jeune comme très très fort. À suivre. À suivre totalement. Ensuite, du côté des Pelicans. Les Pelicans, bon, ben, il y a la hype hein, absolue, hein, puisqu'il y a Zion Williamson. Et puis, il y a cette équipe, finalement, qui est prometteuse, avec un noyau de jeunes. On a du Gigi Redick, Derek Favors, ok. C'est plutôt sympa. Une petite surprise, c'est ce Nicolo Melli, en fait. Comme il a 28 ans, Pelicans ont pu le signer sans passer par la draft et donc sans passer par l'acquisition de droits sur ce jeune homme. Il vient du Fenerbahçe, il jouait en Euroleague. Bon bah, joueur intéressant, poste 4, 2m05, une certaine référence hein, sur le continent européen. À voir de quelle façon cet Italien s'affirmera ou pas en NBA, mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucune pression du côté de la New Orleans. Ils sont tranquilles, ils peuvent faire grandir tout ça assez facilement. Ils ont leur leader, Joe Holiday, qui est sous contrat jusqu'en 2022. Ils sont pépères. À mon avis, ça va pas en playoff. Hein. Faut pas commencer à croire des trucs. Hein. Ça n'y va pas, mais ça va se développer gentiment et nous offrir aussi sûrement pas mal de highlights. Ok. Houston. Alors, et si c'était l'année de Houston l'an prochain? Au final, ils ont refilé vous savez, c'est comme ce jeu là, ce jeu de cartes, paquet de merde là, où vous devez refiler une certaine carte aux autres et puis et finalement c'est à celui qui arrive à ne pas se la choper à la fin du jeu. Bah, ils ont refilé le contrat toxique de Chris Paul. Et ils ont en échange récupéré Russell Westbrook. Alors certes, ils ont blindé en tour de draft, donc échange facile à faire sur Touquet. Mais au final, Russell Westbrook à la place de Chris Paul, personnellement, je prends tous les jours. Donc, je pense pas que ça puisse mal se passer, surtout que Harden et Westbrook se connaissent très très bien, et bien avant de jouer à OKC. Hein. Je pense pas que l'entente puisse être mauvaise entre les deux, même si, comme je le disais un peu ironiquement, est-ce qu'il va falloir jouer avec 2 ballons? Ça, c'est quand même la petite question. Et à mon avis, en plus, Daryl Morey, il est capable, le GM de Houston, est capable de magouiller des petites signatures de vétérans là au fil de l'année et de faire que cette équipe sera de plus en plus complète en fait, même sur son banc. Anthony Bennett, hein, ne vous méprenez pas, c'est un contrat qui est pas garanti. Donc c'est pour le training camp en fait. Hein. Pas dit que Anthony Bennett soit encore dans l'effectif des Rockets au moment où la saison NBA démarrera. Ensuite, les Spurs. Du côté des Spurs, bah écoutez, c'est toujours le même esprit, hein, même si ça sent le passage de témoin. Popovic n'est pas si loin que ça de raccrocher.
quoique, on le dit toujours et puis ça n'apparaît pas souvent, ça n'apparaît jamais, hein. Mais quand même, un autre indicateur, c'est le changement de GM. R.C. Buford a changé de poste en fait au sein des Spurs, mais a passé le relais à quelqu'un qui était arrivé dans la franchise en 2016. Voilà, intéressant de voir que est-ce que la politique par exemple des Spurs va changer ou est-ce que ça va rester dans la continuité. Savoir développement des jeunes, peu de trade, esprit Spurs. Voilà, on verra. Il y a eu quand même cet imbroglio Maurice Senior qui s'était engagé verbalement avec les Spurs et qui au final est parti à New York pour 15 millions sur une saison, changeant d'agent également au passage. Bon, ok, les Spurs sont fait un peu carotter dans l'histoire parce qu'en fait, ils avaient fait un sign and trade sur Desmarais Carroll en échange de Davis Bertans, qui avait un rôle dans la rotation. Parce qu'en fait, ils pensaient avoir Carroll et signé par ailleurs Marcus Morris. Et au final, ils n'ont pas eu Morris. C'est pour ça qu'à l'arrache, ils ont pris Trey Lyles, qui n'a pas été conservé par Denver. Mais honnêtement, peut y avoir un petit manque au poste 4 lié à ça. Après, si Samanic montre des choses intéressantes, Rudy Gay peut jouer en 4 aussi. Peut-être qu'on oubliera très très rapidement cette histoire-là. Et puis en plus, il y a les jeunes, il y a Keldon Johnson là, qui a déjà laissé entrevoir de sacrées promesses. Vous allez me dire, ouais, les Summer League, faut pas trop écouter. C'est sûr que les Summer League veulent pas dire grand-chose. Mais si vous êtes mauvais en Summer League, par contre, c'est mal barré. Mais quand vous éclatez tout en Summer League, on avait vu aussi, je l'avais pas mentionné, mais du côté des Grizzlies, Brandon Clark, qui a été élu MVP de la Summer League là, de Las Vegas. Donc quand même, Keldon Johnson, ça sent bon. Lonnie Walker, ça sent vraiment bon. Et puis tout le reste, je vous le présente pas. Ensuite, il y a une série d'équipes là, à commencer par les Suns, pour lesquelles on peut se demander un petit peu ce qu'on est en droit d'attendre, en vérité, parce que du côté donc de Phoenix, le comportement autour de la draft aura été un petit peu étrange, hein, ce recul en position 11 pour prendre quelqu'un, Cameron Johnson, qui est, paraît-il, un des meilleurs shooters de cette classe de draft 2019, ok, mais qui était pressenti fin de premier tour, début de deuxième tour. C'est quand même assez étrange. Après, peut-être qu'ils ont vu là l'opportunité de récupérer un joueur qu'ils considéraient comme essentiel, sait-on jamais. Après, il y a quand même aussi le recrutement à la free agency, cette fois-ci de Ricky Rubio, dont on peut quand même là encore se demander s'il n'y avait pas meilleure pioche à espérer, mais peut-être que tout simplement il n'était pas en droit d'espérer mieux que ça, entre guillemets. Peut-être que finalement Rubio est là pour entourer le développement d'un Ty Jerome qui peut s'avérer être un super joueur, hein. On sait pas quelle peut être sa rapidité d'intégration à NBA évidemment. Elio Kobo dans le dur, hein, espérons que ça change. Un secteur intérieur un petit peu flou, où comme ça, il y a un Check Diallo qui vient se rajouter un peu au dernier moment. Bon, ça méritera d'être vu, mais ça sent pas vraiment les playoffs. Ce qui sent pas non plus les playoffs du tout, c'est le Thunder. Le Thunder qui a basculé en mode reconstruction, en mode solde, je bazarde tout. Jeremy Grant, je vous l'ai évoqué juste avant, de côté des Denver Nuggets contre un paquet de cacahuètes. On a Russell Westbrook contre Chris Paul. Bon, d'accord, il y a plein de tours de draft en accompagnement. Mais quand même. Thunder se retrouve comme ça avec plein de pics. Donc des Rockets, des pics de Miami 2021-2023 via Clippers. Les Clippers qui avaient aussi envoyé tous leurs pics de draft jusqu'en 2072. Bon, pour le transfert de Paul George. Donc, le Thunder, en fait, ils font des collections de tours de draft. Bon, pourquoi pas. Ils ont un contrat expirant à la personne de Gallinari. Ils ont un contrat absolument
insupportable en la personne de Chris Paul. Ils ont Steven Adams, à qui il reste encore une option derrière son année, donc finalement potentiellement 2 ans. Est-ce que ça bouge encore sur le marché des trades? C'est pas impossible. Est-ce que ça va tanker? Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement à l'ouest? Et est-ce que ça va réussir à développer ces jeunes? Et ce sera toute la problématique. Les Diallo, Ferguson et compagnie, Shai, Gilgeous Alexander, Darius Bazley. Ok. Ensuite, du côté des Timberwolves, c'est encore une fois une situation à poil bizarroïde parce que ils ont Karl Anthony Towns qui est un joueur à potentiel MVP de la ligue, hein, quelque part. Ils ont par contre ce contrat ainsi que l'individu, là encore, qui semble parfois un peu en perdition, la personne d'Andrew Wiggins, qui se perd un peu, hein, finalement. Il y a eu ce recrutement de Jeff Teague qui n'a jamais porté ses fruits. On a récupéré Napier et Graham au moment du sign and trade des Warriors pour D'Angelo Russell et Kevin Durant. Ça a été une contrepartie qui est partie tout de suite du côté de Minnesota. Ok, ils se sont jetés sur Tyron Wallace quand les Clippers ont libéré. Ils sont allés chercher Van Lee et Jordan Bell. Là encore, ok, c'est gentil, mais c'est pas du long terme. Donc il faudra vraiment voir ce qu'un Jared Culver peut proposer. Est-ce que Josh Okogie va continuer à montrer de si belles choses qu'on a pu en voir l'année dernière? Est-ce que la valeur sur Robert Covington va rester ou va être tradée sur une bonne opportunité? Parce que c'est un profil de joueur qui intéresse énormément. Ils ont été chercher Nas Reed, qui peut être intéressant. Bon, je ne pense pas aux playoffs là non plus pour les Timberwolves. Après, par contre, il y a une équipe qu'on peut voir assez haute. C'est les Portland Trail Blazers. Ça fait 2 années d'affilée qu'ils étaient top 4 à l'ouest et ils se retrouvent renforcés par 2 contrats expirants, ceux de Whiteside et de Bazemore. En plus de tout ça, finalement, ça vient prendre la place de Myers Leonard, de Mo Harkless. On a aussi Evan Turner impliqué sur le trade de Bazemore du côté d'Atlanta. Et il y a eu la perte de Al Farouk Aminou. Mais au final, avec ce style probable de Nasir Little en 25 de la draft 2019, on oublie Aminou peut-être. Toliver Ezonia ne coûte pas cher, donc s'il n'apporte rien, ce ne sera pas dramatique, l'équipe fonctionne déjà. Mais il y a quand même intérêt qu'ils apportent un petit truc, sinon quand même ça manquera de profondeur. Et Dieu sait si on sait que la profondeur peut être importante par séquence. Et il y a ce contrat signé, pas encore à vie, mais en tout cas on s'en rapproche, par Damian Lillard, qui a expliqué qu'il ne changerait jamais de franchise et qui veut à tout prix gagner avec les Blazers. C'est quand même un truc qu'on peut noter dans cette période de NBA totalement folle où tout le monde cherche à former des Big 2, des Big 3, de ci, de là. Bah, Lillard, c'est pas ça. Lui, il veut gagner à Portland. Les Golden State Warriors, pour terminer. Là, il y a une petite inconnue, surtout avant le retour de Klay Thompson, parce que ok, ils ont pris à l'intérieur, évidemment, Willie Cauley-Stein, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est un pivot qui peut leur apporter beaucoup. Il a beaucoup de côté athlétique. C'est quelqu'un qui va poser des écrans, qui va courir dans les deux sens. Ça peut être vraiment énorme pour Curry, notamment, d'avoir un type comme ça dans l'équipe. Surtout qu'on perd pas Draymond Green. Euh, Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ce qu'il faut voir aussi, il y a la signature de Kevin Looney qui est intéressante. Que vont donner des Alec Burks, des Glenn Robinson, que va donner également toute la ribambelle de jeunes, que ce soit des sophomores ou des rookies. Je pense à Jordan Poole, Alan Smilagic, alors Omari Spellman, le sophomore venant d'Atlanta. Bon, Eric Pascal, c'est un rookie. Qu'est-ce que ça peut donner tout ça?
honnêtement, c'est vraiment une inconnue, mais ce qui est sûr, c'est que Stephen Curry, il va avoir beaucoup de shoots et il pourrait peut-être nous faire une saison statistique absolument délirante parce que vous voyez bien, hein, en regardant l'effectif, qui est-ce qui a du talent connu en NBA, connu et reconnu, surtout à l'absence de Klay Thompson. Je pense que ça va croquer du côté de Russell et Curry il va se faire plaisir, il va prendre feu à des moments, ça va être insensé. Bon, donc le petit tour est fait, les effectifs ont été mis à jour sur ma sauvegarde, je suis prêt à démarrer. On dit Sacramento Kings, Indiana Pacers en star des futures vidéos à venir, mais avec focus sur plein d'équipes. En fait, je suis sûr que en tout et pour tout, on aura joué au bout de 4, 5, 6 épisodes, on aura joué avec chacune des 30 franchises de la NBA. C'est un peu le but, c'est un peu l'idée, là, jusqu'à la sortie de 2K20, que de passer un petit peu en revue tout ça, avec des contrats les moins pourris possibles, avec toujours ce que je vous ai dit, c'est-à-dire essayer d'avoir, on va dire, à défaut de réalisme, de toute façon on est dans un jeu, mais à défaut de réalisme, au moins avoir les vrais contrats, les vrais effectifs, et arriver à proposer quelque chose qui puisse permettre d'anticiper un peu sur cette saison 2019-2020 qui s'annonce super intéressante. À très bientôt, bye bye.